Dans les années 2000, aux États-Unis, les sondages estimaient à environ 2% le nombre de femmes s'identifiant comme bisexuelles. Et pourtant, aujourd'hui, ces mêmes sondages estiment ce chiffre entre 15 et 20%, ce qui fait plus ou moins un x10 en 25 ans. Alors ouais, on pourrait se dire que ça fait beaucoup, un x10 en 25 ans, mais dis-toi quand même que le Bitcoin, il a fait x 40 millions en seulement 15 ans, donc quand même les meufs, vous êtes un peu des petites joueuses. Hein. Surtout que maintenant, avec l'élection de Donald Trump, je pense qu'il vaut mieux avoir des Bitcoins dans son wallet qu'une autre femme dans sa nénette. Bon bref. Mais sinon, pour rester sérieux, on constate que cette évolution est beaucoup moins forte chez les hommes. Chez les hommes, aux États-Unis, on est plutôt passé de 2% en 2000 à moins de 5% en 2023. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a une telle augmentation de la bisexualité, particulièrement chez les femmes? C'est donc la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui en étant le plus précis et nuancé possible. Alors déjà, première chose, je vais commencer par dire que quand je parle de bisexualité, j'inclus aussi la pansexualité, mais je vais juste parler de bisexualité pour aller plus vite. Alors rapidement, pour ceux qui savent pas ce que c'est la pansexualité, en gros, c'est la même chose que la bisexualité, mais en plus woke. C'est un peu comme quand on parle de cotisation sociale plutôt que de charge sociale. C'est la même chose, mais c'est plus à gauche. Mais bon, bref, parenthèse fermée. Comment est-ce qu'on explique que la bisexualité a augmenté 40 fois plus vite que l'inflation depuis le nouveau millénaire? Ouais, j'ai fait le calcul, j'ai que ça à foutre. Mais ok, pour pouvoir répondre à cette question, on va devoir revenir un petit peu en arrière, car pour comprendre le présent, on a souvent besoin d'étudier le passé. Bien que certains pensent que la bisexualité explose anormalement et que ça doit être un complot woke ou islamo-gauchiste ou que sais-je encore, eh ben en fait, il se trouve qu'il y a environ 2000-2500 ans, il existait des peuples dans lesquels la bisexualité était encore plus présente qu'aujourd'hui, et ce qui est marrant, c'est que ces peuples-là, ils sont pourtant glorifiés par les fachos eux-mêmes. Qu'est-ce que tu dirais si je te disais qu'il y a 2000 ans, l'élite de l'empire le plus puissant du monde était très fervent de relations homosexuelles? Ça pourrait te paraître surprenant, et bah pourtant je t'assure que c'est bel et bien le cas. Sous la République romaine et puis même sous l'Empire, c'était en fait plutôt bien vu d'avoir des relations homosexuelles. En fait, c'était même carrément vu comme un acte de puissance et de virilité. Bon, en fait, pour être tout à fait précis, c'était plutôt quelque chose d'horrible car ces relations n'étaient pas pratiquées entre l'élite, mais plutôt de l'élite aux esclaves. Si ces relations ne se pratiquaient qu'exclusivement entre maîtres et esclaves, c'est parce que le but était d'établir un rapport de domination pour paraître viril. Et c'est donc pour ça qu'il y a tant d'asymétrie dans ces relations, c'est parce qu'en fait, à l'époque, ils connaissaient pas le concept de switch et du coup, ils étaient obligés d'utiliser des esclaves plutôt que de rester entre eux. Enfin bref, c'était pas un concept très ouf, mais on retrouve quand même des empereurs comme Néron ou Hadrien qui avaient donc des relations avec des femmes comme avec des hommes. Mais bon bref, c'était vraiment pas ouf comme concept et j'en ferai pas un emblème du wokisme. D'ailleurs, je précise que ces relations non consenties et pédo machin chose ne concernaient pas que les hommes, mais également les femmes. Et cette coutume, on la retrouve également en Grèce antique, notamment dans la période classique entre 500 et 300 avant Jésus-Christ. Encore une fois, c'est des relations qui concernent l'élite et notamment dans les grandes villes comme Athènes ou Sparte. Ces relations étaient du même type qu'en Rome antique et c'est de cette période qu'on tire le mot pédérastie qui est donc à l'origine du mot à caractère homophobe que tu connais très bien. Et c'est notamment à cause de cette période que l'homosexualité masculine a souvent été associée à la paix, machin chose, hein, donc c'est pas cool quand même les Romains, les Grecs. Mais j'ai quand même une anecdote un petit peu plus légère à vous donner sur cette période. En fait, dans l'Iliade et l'Odyssée, quand Achille part tuer Hector, c'est tout simplement pour se venger de la mort de Patrocle qui a été tué par Hector. Et avec Patrocle, il entretenait une relation amoureuse qui était pour le coup plutôt équilibrée. Il n'y a pas de relation maître-esclave ou je sais pas quoi, donc j'ai envie de dire un bon point pour Achille. Sinon, on retrouvait également cette culture de la bisexualité au Japon à l'époque Edo avec notamment les samouraïs ou encore les moines, mais également dans certaines tribus amérindiennes. Bon, pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Tu vas peut-être me dire qu'on s'en fout en fait. Ok, si je te raconte tout ça, c'est avant tout pour écarter les théories innéistes. En fait, certaines personnes aiment justifier la sexualité par la génétique, ce qui ne fait pas forcément sens, étant donné qu'il a existé des populations dans lesquelles certaines castes sociales avaient plus de relations homosexuelles que d'autres, et si tout était innéiste, on n'aurait pas de différence entre les époques ou encore entre les castes sociales. Bon, pour être tout à fait précis, il y a un certain nombre d'études qui ont été effectuées pour essayer de trouver un lien entre génétique et sexualité. Eh bien, en fait, il se trouve que ces résultats sont bien trop peu concluants. Même s'il existerait bien un gène favorisant la non-hétérosexualité, les corrélations observées sont bien trop légères et pas assez concluantes pour qu'on puisse en tirer une explication satisfaisante. Si j'y pense, je te mets une étude en description si tu veux en savoir plus. Ok, à une époque, la bisexualité était très répandue et acceptée à Rome ou encore en Grèce, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas duré? Eh bien, pour reprendre l'exemple de l'Empire romain, c'est quand celui-ci s'est christianisé que la bisexualité est devenue tabou.
Alors est-ce que ce serait pas la religion le problème? C'est une explication qui ferait relativement sens si on regarde les chiffres. En 2003, en France, selon les sondages, il y avait 26% de sans religion contre 43% en 2023. Ce qui coïnciderait très bien avec la montée de la bisexualité, tout comme l'homosexualité d'ailleurs. Mais bon, est-ce que ça serait pas un petit peu light comme explication, genre bam, il y a une perte de foi et bim, tout le monde devient gay? Ok, prenons les États-Unis par exemple. En 2023, ils sont 63% de chrétiens contre 29% de sans religion. Ça fait beaucoup plus de croyants qu'en France et pourtant, selon les sondages, la communauté LGBT y serait plus représentée avec 15% de LGBT aux États-Unis contre seulement 7-8% en France. Mais ok, peut-être qu'on devrait davantage se renseigner sur les types de croyances et leur niveau d'inclusivité. Aux États-Unis, ils sont davantage protestants, alors peut-être que ça joue. Mais en fait, pas vraiment, car aux États-Unis, même si on compte 40% de protestants, ils sont en fait une majorité à être des évangéliques. Et les évangéliques, c'est pas des gauchistes. On est plutôt sur des gros homophobes antisémites qui sont particulièrement surreprésentés dans le parti républicain. Alors comment est-ce qu'on expliquerait qu'il y a plus de LGBT aux États-Unis qu'en France alors qu'ils sont plus religieux et conservateurs? Ça, c'est une question à laquelle j'essaierai de répondre tout à l'heure, mais là, on va revenir sur le vif du sujet. Ok, alors à part la religion, qu'est-ce qui fait que les femmes deviennent de plus en plus bisexuelles? Est-ce que ça serait pas la propagande woke qu'on voit dans les séries Netflix américaines qui convertirait nos enfants en des LGBT fous du bus? Eh ben, en fait, peut-être que oui. Bah ouais, en fait, si on y réfléchit un petit peu, ça semble assez évident que ta culture, ton éducation, ta socialisation, ça a une influence sur ton identité et sur ta sexualité. De la même manière que quelqu'un qui aurait une éducation particulièrement religieuse ou conservatrice aurait sûrement moins de chances de ressentir des sentiments pour quelqu'un du même sexe parce que le cerveau s'adapte. Bon, cela dit, peut-être que les sentiments existeront et seront simplement refoulés, mais ça c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que la sexualité, c'est avant tout une construction sociale et qu'évidemment, une construction sociale, c'est social et du coup, l'environnement a une influence extrêmement importante sur la sexualité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça marche dans les deux sens. Faut pas oublier quand même qu'on vit dans une société qui, depuis 2000 ans, et notamment à cause de la religion, est particulièrement propice à l'hétérosexualité. Alors, nécessairement, quand on entre dans une ère plus progressiste, la tendance risque de s'inverser. Et quand je dis à tendance à s'inverser, c'est un petit peu, on va pas se retrouver de sitôt avec une majorité de LGBT. Mais ok, maintenant qu'on a dit tout ça, on n'a tout de même absolument pas répondu à la problématique de la vidéo, à savoir pourquoi est-ce que c'est les femmes qui deviennent bisexuelles, pourquoi les femmes et pourquoi la bisexualité. Et surtout, pourquoi une telle différence entre les hommes et les femmes. Si tu te souviens du début de la vidéo, t'as sûrement remarqué que c'était surtout les hommes qui avaient des relations bisexuelles. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que la tendance s'inverse ainsi? Bon, déjà, la première différence, et pas des moindres, c'est que contrairement à l'Antiquité, les femmes ne sont plus des objets. Maintenant, ce sont des citoyennes qui ont immensément plus de liberté qu'à l'époque. D'ailleurs, pour l'anecdote un petit peu marrante, s'il y avait autant de relations homosexuelles parmi les Romains, c'était aussi par misogynie. Certains Romains considéraient les femmes uniquement comme des porteuses d'enfants et quand il s'agissait de prendre du plaisir, ils préféraient rester entre couillasses. La deuxième différence entre l'Antiquité et maintenant, c'est la perception des relations d'homme à homme. Comme je l'ai dit, à l'époque, les relations entre les hommes, c'était plutôt vu comme un truc viril, mal alpha ou je sais pas quoi. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Les hommes homosexuels sont plutôt vus comme des hommes faibles ou encore des hommes soja. Et les séries Netflix n'aident pas forcément à ce niveau-là d'ailleurs. Mais du coup, comme être gay, c'est plus considéré comme un truc testo, la majorité des hommes, et moi y compris, on aime bien se sentir stylé, un petit peu mâchoire de chat, tout ça là. Ça fait que d'un point de vue purement social, l'homosexualité n'a plus l'attrait qu'elle avait à l'époque. Franchement, je serais prêt à parier que si la vision dominante de l'homosexualité redevenait la vision un petit peu viriliste, Andrew Tate et tout ça, je suis sûr qu'on aurait des taux de bisexualité tout aussi importantes que chez les femmes. Enfin bon, ça c'est mon avis. Mais bon, cela dit, ça ne répond toujours pas à la question. Qu'est-ce qui a changé ces 20-25 dernières années pour que les femmes s'identifient de plus en plus comme bisexuelles? Bon, un des premiers éléments de réponse, c'est le rapport de domination. Et cette fois-ci, c'est pas dans le terme sexuel du terme. Bon, déjà, on vit dans une société qui est patriarcale et de la même manière qu'une société capitaliste crée des liens entre les ouvriers, enfin, ça c'est quand il n'y a pas le racisme, de la même manière, une société patriarcale créerait de la solidarité féminine. Mais là, tu dois sûrement te dire qu'il y a quand même une grosse différence entre la solidarité féminine et la bisexualité féminine. Les hommes, par exemple, sont super solidaires sur la blague du gland de lait, mais c'est pas pour ça qu'ils vont s'enculer. Mais dans le cas des femmes, c'est assez différent parce que dans le patriarcat, il y a un ennemi commun. L'homme. Avec le mouvement MeToo, la parole des femmes a été libérée, les mouvements féministes ont pris de l'ampleur et des slogans comme Men Are Trash ont fait leur apparition. Les réseaux sociaux ont aussi permis aux hommes de prendre un minimum conscience de ce que c'est que d'être une femme et aux femmes de se sentir moins seules. Et toute cette libération de la parole a permis de faire ressortir des chiffres absolument terrifiants. Dans le monde entier, c'est environ 370 millions de jeunes filles qui ont déjà été agressées sexuellement avant d'atteindre la majorité. Pour parler de la France, c'est environ 87% des femmes qui prennent les transports en commun qui déclarent avoir déjà été agressées sexuellement
sexuellement ou harcelées verbalement. Et c'est au moins 4% des femmes qui ont subi une tentative réussie ou ratée du mot en V que je ne peux pas dire ici. Et quand je dis au moins 4%, c'est malheureusement parce que ce chiffre est très certainement sous-évalué étant donné que la libération de la parole est plus difficile chez les anciennes générations. Ces anciennes générations pour lesquelles on a très souvent martelé le cerveau qu'il fallait pas en parler, que c'était la honte ou que c'était carrément de leur faute. Et donc cette visibilité donnée à la condition féminine avec le mouvement MeToo a eu des conséquences. Et cette conséquence, elle se traduit par un message très simple donné par une partie des femmes aux hommes. Ce message, c'est « on n'a pas besoin de vous ». Alors attention, avant qu'on attrape ma veste, je suis pas en train de dire que c'est une stratégie vicieuse, un complot bien organisé des femmes qui se déclarent toutes bisexuelles pour dire aux hommes « je peux bouffer de la schneck si je veux ». Non, évidemment, c'est pas comme ça que ça marche, tu doutes bien, la sexualité c'est une construction sociale et une construction sociale ça ne veut pas dire un choix éclairé. On choisit pas sa sexualité comme on choisirait un téléphone. La construction sociale c'est un phénomène qui résulte de notre culture, de notre éducation, de notre sexualisation et qui va faire qu'on va aimer peut-être les femmes, peut-être les hommes, peut-être les deux. Et actuellement, on vit dans une époque où on arrive plus ou moins à la fin de ce que l'écrivaine féministe Adrienne Rich appelait l'hétérosexualité obligatoire. Même s'il nous reste certainement du progrès à faire, on a atteint un certain niveau de liberté sexuelle en Occident, notamment avec le rejet progressif des religions monothéistes et aussi avec le développement et la démocratisation du libéralisme. Et tout ça, ça fait que dans le cadre d'une construction sociale, la culture c'est moins une barrière qu'elle était auparavant. Et il en va de même pour l'éducation. Dans de plus en plus de familles, on est de plus en plus ouvert à des sexualités non hétérosexuelles, même si c'est pas partout malheureusement. Et en simultané, on a la libération de la parole des femmes, on a la progression des mouvements féministes et on a l'augmentation de la méfiance envers les hommes, sans parler qu'on est à l'ère des réseaux sociaux, que l'information ça va très vite et qu'on assiste à la création massive de groupes sociaux dits symboliques comme la communauté LGBT ou encore les mouvements féministes. L'identification à des groupes sociaux symboliques c'est quand même très récent comme phénomène. À l'époque où il n'y avait pas internet c'était beaucoup plus rare. Donc en gros pour pas trop se perdre et résumer grossièrement, on a le combo libération de la parole des femmes, réseaux sociaux, le recul de la religion ou encore le libéralisme qui met l'individu et l'identité au milieu de tout. À cela on pourrait encore ajouter la liberté à disposer de son corps, le patriarcat et pour finir, je dirais même le clivage politique. Et ça, on le voit particulièrement aux États-Unis avec un président de la République homophobe, transphobe et qui possède un tas d'autres qualités comme ça. Et on se retrouve bizarrement avec une forte communauté LGBT qui va parfois jusqu'à s'armer. Et paradoxalement, cette peur de la stigmatisation, elle peut amener à renforcer les minorités. Et ça, du coup, je fais le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être un élément de réponse à pourquoi est-ce qu'il y a plus de LGBT aux États-Unis qu'en France. Et l'autre explication, c'est que les États-Unis, c'est un pays très libéral et qu'on met l'identité et l'individu au milieu de tout, jusqu'à oublier parfois le collectif, je veux dire qui est-ce qui milite pour la sécurité sociale aux États-Unis. En France, on a quand même moins cette culture de l'individu, même si c'est quand même de pire en pire et peut-être que c'est une des raisons qui pourrait expliquer qu'il y a moins de LGBT aux États-Unis qu'en France, même si c'est assez dur d'expliquer quand même. Mais bref, pour revenir sur cette histoire de clivage, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on observe de plus en plus un clivage entre les genres dans la génération Z. Si on regarde les sondages de l'élection de Trump en 2024, on observe que chez les jeunes hommes de 18 à 29 ans, il y a une majorité de voix pour Donald Trump à 56%, alors que chez les jeunes femmes du même âge, c'est seulement 40%. Ça fait donc un écart de 16 points et ça en fait c'est assez inédit. Dans les générations passées, celles de nos parents, celles d'encore avant, il n'y avait pas un clivage aussi important entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, on se rend compte dans les sondages que les jeunes hommes ont tendance à particulièrement nier les inégalités de genre. On retrouve par exemple un immense écart de 25 points entre les jeunes hommes et les jeunes femmes dans un sondage réalisé par le Haut Conseil à l'égalité. Et la conséquence de ça, c'est que les femmes se sentent réellement plus comprises par les femmes. Et pourquoi pas les hommes alors? Pourquoi ce clivage ne rendrait pas les hommes plus compatibles entre eux? Et tout simplement parce que les hommes, on a un petit peu rien à foutre que leurs femmes soient féministes ou pas, alors que l'inverse pose beaucoup plus de problèmes. Ce qui, somme toute, est assez logique. Mais sinon, pourquoi la plupart des femmes sont seulement allées jusqu'à la bisexualité et non l'homosexualité? C'est quand même une question qui se pose. J'ai pas vraiment de réponse à cette question, si ce n'est l'attrait des grosses bites. Ouais, j'étais trop sérieux dans la vidéo, là, ça m'a vite saoulé. Donc voilà, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de la question. Alors oui, il y aurait sûrement plein d'autres choses à dire, mais je vais pas faire une vidéo d'1 heure non plus. Mais sinon, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis en commentaire et surtout dis-moi si tu penses que j'ai été imprécis à un moment ou à un autre, ce qui est totalement possible. Sinon, si tu penses que ma vidéo est d'utilité publique, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Si t'as personne à qui partager cette vidéo, tu fais copier le lien. Et le chat qui arrive à la fin de la vidéo pour te demander de partager, coucou, dis bonjour aux viewers. Lui, c'est Nougat. Bref, donne de la visibilité à cette vidéo si tu penses qu'elle est utile et puis prends soin de toi, à bientôt.